Nous sommes avec Xavier Gadon, le directeur du musée de la photographie de Charleroi, avec de nouvelles expositions. Alors, il y a une première exposition, Xavier, ça s'appelle Wiggy, c'est ça? C'est fabuleux cette expo. C'est qui ce bonhomme? Alors on dit Ouija. Ouija, ok. Ouija qui vient de Ouija, la petite plante de spiritisme, parce que Ouija, son vrai nom c'est Arthur Filig, il vient d'Autriche à l'époque, aujourd'hui la Pologne, et c'est un immigré. Il vient rejoindre son père à l'âge de 10 ans à New York, il est dans une famille très pauvre, ils vont vivre dans le Lower East Side qui est une zone de New York très sinistrée à l'époque et très pauvre, et il est en rupture scolaire on dirait aujourd'hui. Il décide donc de gagner sa vie, il dort dans les parcs, il dort dans les hôtels, dans les gares, il n'a pas d'argent. Il voit un photographe de rue, ça commence à l'intéresser, il achète un petit appareil photo, il va travailler dans un laboratoire. Mais ce n'est qu'en 1935, il a donc à peu près 25 ans, qu'il décide de devenir Ouija the Famous, le fameux Ouija, c'est lui qui décide de s'appeler comme ça, et de vivre de sa photographie. Nous sommes avec Xavier Gadon et avec lui on parle notamment d'une exposition intitulée Ouija, une exposition qui est dédiée à un photographe autodidacte qui a lancé dans la photographie. C'est un peu, j'ai envie de dire, Xavier Gadon, un baroudeur. C'est un baroudeur, c'est quelqu'un surtout qui doit survivre. Alors physiquement, c'est un petit bonhomme assez épais comme ça, rablé dirait-on, qui se promène avec en permanence le cigare dans la bouche, qui a son chapeau avec la bande, dans la bande de laquelle il a glissé la carte de presse, et qui doit être le premier sur tous les coups parce qu'on vend les photos à la pièce aux journaux. Il ne sera pas encore au début attaché à un journal, donc il lui importe d'être le premier. Il dort dans les commissariats, il est copain avec les flics, il aura même en 1938 l'autorisation de brancher sa radio sur les fréquences de la police de New York, ce qui va lui permettre d'être avant tout le monde dans les incendies, dans les assassinats et tout, car il ne faut pas oublier que New York est une ville terriblement vivante, c'est aussi une ville où il y a la mafia. Nous sommes juste après la prohibition qui se termine en 29-30 et donc on se trouve là dans un moment où les gangs se battent pour les quartiers de New York. Et donc il photographie de splendides assassinats comme il dit lui-même, et il considère que s'il n'a pas photographié un assassinat, en mettant le maximum de majesté et de beauté dans l'assassinat n'est pas terminé. Donc on voit des messieurs en costume cravate, avec des bagues aux doigts, avec de superbes chapeaux qui sont assassinés dans les entrées, dans les restaurants. C'est au fond un homme qui couvre toutes les nuits l'existence d'une ville, qui est une ville trépidante, qui l'est encore aujourd'hui, mais qui est à l'époque une ville sans loi. Et il y a donc un côté qui est au fond très cinématographique dans les images de Ouija, et le cinéma va d'ailleurs beaucoup lui emprunter. Nous sommes avec Xavier Gadon, directeur du musée de la photo. Avec lui on parle de l'exposition Ouija, une belle exposition à découvrir en ce moment au musée de la photo. Alors cette exposition, vous l'avez en fait non pas scindée de manière chronologique, mais plutôt thématique. Plutôt thématique en effet, puisque Ouija est un homme qui a défini sa nuit dans ses mémoires d'une façon assez curieuse. Il a une théorie qui est particulière, il se dit voilà, à certaines heures, il se passe certaines choses. Les gens sortent dans les restaurants, commencent à boire, ils ont des accidents de voiture en rentrant. Quand ils n'ont pas d'accident de voiture, ils continuent à aller dans les bars, il y a les bagarres dans les bars et les choses de ce genre. Ensuite ils rentrent chez eux, ils se battent entre eux. Et puis il y a des incendies, et puis il y a des meurtres vers 1h du matin, il y a les règlements de compte entre gangs, entre mafias, et puis il y a les suicides vers 4h du matin, il est temps de rentrer. Donc c'est quelqu'un qui regarde l'existence d'une ville autour de lui sans aucun côté moralisateur. Je crois qu'il n'est même pas cynique, il n'y a pas de morale. Il n'est pas amoral ou immoral, il n'y en a pas. Il enregistre ce qui se passe autour de lui, il le montre, il le vend dans des journaux. Ce n'est qu'après que le regard sur la photographie de Ouija va commencer à changer, et grâce aux Américains qui sont beaucoup plus ouverts dans la photographie, dans les années 40, on va se dire tiens, ce type amène une autre vision, quelque chose de moderne. Nous sommes avec Xavier Gadon et avec lui on parle au musée de la photographie d'une chouette exposition intitulée Ouija, consacrée à un photographe qu'on ne connaissait pas, mais ça vaut vraiment la peine de le découvrir. Alors ce Ouija, on a l'impression au départ c'est un baroudeur, autodidacte, etc. Mais puis après, les musées, les institutions, notamment le musée de la photographie, ont commencé à s'intéresser à lui. Oh, c'est bien avant. Déjà en 1940, déjà en 1940, le MoMA, le Museum of Modern Art de New York, qui avait un département photographique et surtout un curateur qui était très important, va lui demander de venir faire une conférence, va lui acheter des photographies. On commence à lui acheter des photographies régulièrement. Donc Ouija commence à se dire tiens, ce que je fais, c'est pas simplement du chien écrasé.
Ce qui va l'amener à partir en 1948 à Hollywood après avoir sorti un livre qui est un chef-d'œuvre qui s'appelle Naked City, la cité nue, mais qui va être traduit par la cité sans voile. D'ailleurs, Jules Dassin, le cinéaste, père de Joe Dassin, va utiliser ce titre, va lui racheter le titre pour un de ses films, qui est un très beau film d'ailleurs, et il va commencer à fréquenter la jet set, dont il va faire des photographies, et son à lui, il va se payer un costume, il va se payer un beau costume, il va continuer à être Luigi qu'il est, mais il devient un personnage un peu folklorique au milieu de tous ces gens de la jet set. Dans les années 60, il va fréquenter des gens comme Dali, il va fréquenter des gens comme Warhol, et il fait toute une série de photographies qui n'ont plus rien à voir avec les photographies de faits divers, mais qui sont plutôt des photographies aménagées, arrangées, avec des doubles objectifs et autres. Mais c'est quelqu'un donc effectivement qui glisse progressivement vers une photographie, qui est une photographie plus artistique, à la fois dans sa démarche, mais surtout dans le regard que les Américains, beaucoup plus ouverts que nous à cette époque, vont glisser. Il n'y a plus de frontière au fond entre le document, le fait divers et l'œuvre d'art. Nous étions avec Xavier Canon et avec lui on a parlé d'une exposition qu'on peut découvrir en ce moment au musée de la photo, Ouija, exposition consacrée à un photographe plutôt déjanté. Xavier Canon, je vous sais, originaire de la région du centre. Pour moi c'est la région, le creuset du surréalisme. C'est vrai que dans cette exposition, à un moment donné, il y a des photos pour le moins surréalistes. Il y a notamment une qui s'appelle La Dame au Pagne. Comme ça on a l'impression, c'est vrai que c'est un peu surréaliste cette expo. Oui, je pense pas que Ouija était vraiment au courant du surréalisme, pas plus qu'il n'était d'ailleurs au courant de certains photographes sociaux. Je pense à Lewis Hine qui l'avait précédé, qui avait photographié les ateliers à New York en 1910 avec les enfants et les femmes qui travaillaient. Je crois que c'est un photographe instinctif. Mais avec une relative aisance financière, il a commencé au fond à se détacher de cette obligation d'être toutes les nuits dans New York, de photographier du fait divers. Et puis n'oubliez jamais que la technique est quelque chose qui évolue très rapidement à cette époque, c'est-à-dire qu'à un moment il va pouvoir bénéficier des ampoules pour flash et faire des photographies la nuit, il en fait beaucoup, et on ne pouvait pas photographier la nuit avant. Ensuite il va commencer à utiliser certains objectifs qui divisent un petit peu comme des prismes les prises de vue. Donc au fond il va se priver d'aucun plaisir, il reste un homme totalement libre dans sa façon d'établir des photos.